BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. François Sorel. Bonsoir à tous, merci d'être là à 19h31, bienvenue sur le plateau de Tech & Co, la quotidienne. Vous avez bien fait de venir chez nous, ne touchez à rien, jusqu'à 21h, c'est l'actu tech que nous vous proposons à la radio, à la télé. Vous le savez, on est là du lundi au jeudi, 19h30, 21h. Un grand merci d'être là, bien sûr. Avec au sommaire, pour ce Tech & Co, ce mardi soir, eh bien, on va revenir sur, encore une fois, la suprématie de NVIDIA dans l'IA et on va vous raconter les moments forts de la keynote de Jensen Huang hier, le roi de l'IA. On vous raconte tout dans 2 minutes. On parlera aussi de robotaxi. On n'est pas loin d'intelligence artificielle là aussi. Waymo qui veut devenir leader des robotaxis. On vous expliquera comment avec une interview de sa patronne. Et puis Alpha Impulsion, tiens, voilà une start-up française qui apporte un peu de vent frais dans le monde des satellites puisque ce sont des satellites qui vont s'auto-consumer et donc moins polluer. On vous racontera tout à l'heure, mais c'est très ingénieux. Nous aurons l'un des spécialistes de cette start-up avec nous sur le plateau. Voilà le sommaire de Tech & Co, la quotidienne. Un grand merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Le débrief de l'ActuTech avec ce soir sur le plateau de Tech & Co. Quel plaisir de retrouver Claudia Cohen. Salut Claudia. Salut François. Journaliste chez Bloomberg et évidemment passionnée par la tech que tu suis dans Tech & Co depuis pas mal d'années maintenant. Je pense depuis 3-4 ans maintenant, 4 ans. Et voilà. Ouais, ça passe vite. Hein. C'est ça, exactement. À tes côtés, c'est Frédéric Krebs qui est là. Salut Fred. Ouais, bonsoir François. Qui est président de Krebs & Partners. Tu as été aussi patron d'Allociné il y a quelques années. Tu suis la tech depuis les années 2000, on va dire. 97. 97. Et toujours intéressant d'avoir ton expertise. Et bien sûr, Frédéric Simotel, que vous connaissez, qui est tout le temps là. Salut Fred. Salut les amis. Moi, c'est depuis 91, donc. 91, mon Dieu. Ouais, diplôme. Écoutez, ça va. En 91, on ne parlait pas d'IA encore. Hein. Ah, peut-être un petit peu. Si, on en parlait. Si, pas beaucoup, c'était pas mainstream comme aujourd'hui. L'ère glaciale de l'IA, voilà. C'était Non, mais c'était ça. Ouais. L'IA avait été évidemment inventée, mais c'était pas mainstream. Et puis BFM Business n'existait pas encore, monsieur. Comme le dit non, BFM très Radio. Justement Fabien, notre réalisateur, qui me parle dans l'oreillette. BFM Radio, peut-être, non Non, 91 92, tu vois. Ah ouais, donc on n'était pas loin. Voilà, après cette petite parenthèse média passionnante, on va se plonger dans cette grande keynote qu'a présentée Jensen Huang hier. C'était à San José, c'était la GTC, un rendez-vous qui existe depuis pas mal de temps, mais auparavant, ça passait complètement inaperçu parce que personne ne s'intéressait aux GPU, aux processeurs d'NVIDIA, enfin voilà, à part quelques experts dans la tech. Sauf qu'aujourd'hui, avec la suprématie d'NVIDIA, avec la puissance de ce que représente cette boîte américaine qui existe depuis 30 ans maintenant, et puis sa stratégie, ça devient un rendez-vous que les médias tech suivent. On en a parlé un petit peu hier, mais le timing n'était pas bon, Fred, puisque la keynote a commencé quasiment en même temps que Tech & Co. On n'a pas eu le temps de vraiment remettre un petit peu tout ça dans son contexte. Ça s'adresse vraiment aux développeurs, donc c'est pas comme l'iPhone où on nous montre des produits, et puis on s'y attend un peu. Là, on est quand même dans le monde des processeurs, des architectures, donc c'est un peu complexe. Et à chaque fois qu'il doit annoncer quelque chose, il prend 10-15 minutes pour... allez voir les schémas, tous les slides et tout ça. Il y a des choses vraiment... Il faut être bien costaud pour se prendre tout ça. Et il faut dire qu'il n'a pas le talent de Steve Jobs. Non plus. Parce que je trouve ça un peu poussif dans sa façon de présenter les choses. Après, je pense que c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que Jensen Huang, il s'adresse pas à monsieur et madame Michu quand il fait sa GTC. Voilà, il est là pour, charmer des investisseurs, charmer toutes ces boîtes d'IA qui gravitent autour de lui, et puis tous ses potentiels clients, Fred. Ces partenaires, là, on voit toutes les photos de ces partenaires qui sont des clients. Bah oui, qui sont des clients, parce que c'est eux qui vont acheter, acheter ces puces. Donc, Et puis, on va dire aussi tous ceux qui s'intéressent à l'IA, qui vont suivre ça de près. Mais c'est vrai que c'est pas comme, on va dire, une keynote Apple qui quand même qui est plus mainstream, on va dire. Avant d'avoir votre point de vue sur cette grande soirée, Fred, en quelques minutes, quelques points, on va dire, importants de cette keynote.
On va pas vous comment dirais-je, vous saouler avec tous les schémas et les graphiques qu'on a pu voir durant cette keynote. Mais non. qu'est-ce qu'on pourrait y retenir? Parce qu'il y avait une partie jeux vidéo aussi. Hein. Il a sorti le DLSS 5, donc une nouvelle architecture pour afficher encore mieux. Enfin, on pourra en reparler après parce que ça, c'est vraiment son métier d'origine, si on peut parler comme ça, parce que là, c'est l'IA. Non, sur l'IA, et d'ailleurs, tout ce qui était à peu près prévu a été présenté. Il a investi dans une société qui s'appelle Grok. Alors, Grok avec un Q. Un Q, voilà. Oui. Et pas Grok, celle que l'on connaît, l'IA de Musk, et Grok avec un Q, c'est vraiment une architecture, enfin voilà, c'est une architecture matérielle. Donc, il a parlé d'un nouveau rack d'accélérateur Grok 3 pour l'inférence. Vous savez que dans le domaine de l'IA, il y a la partie entraînement, on entraîne les données et les IA, et la partie inférence, c'est les questions que l'on fait. Et donc là... Tiens, juste parenthèse, Jonathan Ross, qui est le fondateur de Grok, on l'avait reçu il y a 1 an et demi dans Tech & Co. Alors, oui. Évidemment, on ne parlait pas de l'époque NVIDIA, puisqu'il a été racheté par NVIDIA, mais c'était très intéressant, c'est toujours disponible en replay, de voir la vision de Jonathan Ross concernant l'intelligence artificielle. Donc, Grok 3, c'est pour l'inférence ultra rapide, vraiment pour répondre très vite, ça prend très vite, ça génère très vite les premiers tokens, et puis voilà, c'est pas pour les gros volumes de données. Donc alors, rappelons l'inférence que c'est que lorsque vous êtes sur ChatGPT, sur Gemini, vous posez une question, on vous répond, c'est ce qu'on appelle l'inférence. Voilà. Et l'entraînement, c'est ce que nous, on ne voit pas sur les développeurs qui vont faire ingurgiter des tonnes de données. De vidéos, et puis après, qui débouche sur l'inférence. Et qui permet d'entraîner ces IA et qui ensuite, lorsqu'elles voient une question, elles sont entraînées. Et là, c'est le évidemment, il ne faut pas les mêmes processeurs entre l'inférence et on va dire comment dirais-je, cette digestion des données du web. Voilà, et donc cette puce, elle génère en l'exécution en temps réel, voilà, de tâches qu'on lui demande. Et c'est vrai que là, NVIDIA était moins sur cette partie-là. Et d'ailleurs, les autres se sont engouffrés pour sortir les TPU, les CPU, enfin tout ce que l'on veut des CPU améliorés. Et les puis, Amazon, les Google, l'autre etc. grande annonce, c'est qu'on va relier justement aux 1000 milliards annoncés de prévision de chiffre d'affaires, c'est l'architecture Vera Rubin. Alors ça, c'est vraiment l'architecture forte sur laquelle il s'appuie. C'est celle qui vend à tous les hyperscalaires, c'est celle qui vend à tous les centres de calcul. Alors c'est pour les techniques, c'est 88 cœurs Olympus, donc pour qu'ils agissent en parallèle. C'est 1,5 téraoctets de mémoire. C'est 1,1 téraoctet de seconde de bande passante. Vous voyez, imaginez la chose. 3 fois plus de bande passante de mémoire par cœur. 1,5 fois plus performante que l'architecture x86 des serveurs déjà les plus rapides. Et puis évidemment, 2 fois plus d'efficacité énergétique. Ça, c'est vraiment le cœur de l'annonce. C'est ce que tout le monde attendait. Il nous en avait dessiné un petit peu quelques contours lors du CES. Là, il l'a montré. Et puis derrière, il a parlé de ses systèmes Feynman, donc là aussi c'est la prochaine architecture. En fait, ce qu'il a voulu montrer, c'est rassurer ses investisseurs, rassurer le marché pour dire, voilà, notre voix, elle est là. À l'époque où on avait, si je fais la comparaison avec Steve Jobs qui disait, bon alors on a l'iPhone 10 et on aura l'iPhone 11 et on va aller vers là, un meilleur appareil photo. Lui, c'est ça. Il donne un peu les grandes directions de là où veut aller NVIDIA, en montrant évidemment où est-ce qu'ils vont mettre un peu tous ces processeurs dans les voitures, les robots, etc. Après, derrière, il a parlé d'OpenClaw avec son NemoClaw. Et puis, évidemment, on en parlera, les 1000 milliards de revenus générés, qu'il espère générer d'ici à 2027. Voilà, la prévision de Jensen Huang. Regardez, écoutez ce qu'il disait hier sur scène. Je suis ici pour vous dire que là où je me tiens en ce moment, 1 an après le dernier GTC, je vois d'ici 2027, au moins 1000 milliards de dollars. 2027, c'est demain. 1000 milliards de dollars. Franchement, c'est hallucinant. Il avait dit 500 millions avant. Et là, 500 milliards. Il revient 500 milliards. Il revient carrément sur sa propre... C'est ça. Il avait dit 500 milliards d'ici fin 2026. Oui. Je trouve ce qui est intéressant, au-delà de tout ce qui a été annoncé, ce qui est intéressant d'observer, c'est à quel point les investisseurs, les actionnaires deviennent de plus en plus, on va dire, sévères avec NVIDIA. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais lors
de leurs derniers résultats trimestriels. En fait, ils ont fait des résultats éblouissants, mais pour les investisseurs, c'est jamais assez parce qu'il y a vraiment cette inquiétude de la pérennité, finalement, de la croissance des revenus de Nvidia. Et cette démonstration qui a duré 2h30, oui, c'est très long. Plus de 2 heures, qui était très long, comme on le disait, ça servait à ça aussi. Ça servait à montrer, déjà à donner des chiffres pour 2027 aussi, parce qu'il y avait plusieurs notes d'analyse qui disaient qu'il y avait peur qu'en 2027, ce soit un peu un plateau pour en fait les investissements que les entreprises allaient faire dans l'IA et que du coup potentiellement Nvidia pourrait en pâtir. Donc il y a ce premier point. Et ensuite le deuxième point, tu l'as un peu évoqué aussi, c'était cette stratégie de montrer tous les partenaires en fait très très long terme. Il a parlé d'Adobe, il a parlé d'IBM, il a parlé d'Uber aussi, on va peut-être en parler, en disant qu'ils allaient aider Uber à devenir autonome, enfin sur le véhicule autonome, exactement, bien sûr. Et sur les véhicules autonomes. Et c'était une façon de montrer aussi que toutes ces boîtes ne sont pas du tout de passage, qu'en fait, ils deviennent indispensables et qu'ils font on va dire, une stratégie qu'on peut vulgairement appeler la stratégie de la pieuvre, où en fait, ils s'infilent déjà sur, on le disait, sur les puces, sur toute la chaîne, finalement, des puces pour l'IA, on le disait sur l'inférence maintenant, et aussi être vraiment avec tous les acteurs possibles et être sur tous les segments pour devenir complètement indispensable. Et pour l'instant, en tout cas, c'est vraiment un succès. Et pour donner quelques chiffres aussi, quand tu regardes les annonces qui ont été faites, je crois que c'était Google, Meta, Microsoft, à E3, ils ont dit qu'en 2026, ils allaient investir 600 milliards de dollars sur l'IA. Et en fait, une grosse partie de ces 600 milliards, ça allait dans la poche de Nvidia. Donc, on croit, quand tu dis qu'il va faire 1000 milliards de revenus d'ici fin 2027, c'est ça. En tout cas, on le croit. Alors Fred, mais ton point de vue sur tout ça. Dans le sens de Claudia, quand on regarde en fait les chiffres d'affaires, justement, qui ont été annoncés, là, c'est 215 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour 2025, sachant qu'il y a 5 ans, ils en faisaient 16 milliards. Donc ils ont fait x13 en l'espace de 5 ans. Donc on peut se dire que faire un x2, donc x3 d'ici x4 pardon, d'ici 2 ans, je pense que on peut y arriver. Moi, ce que je retiens surtout, c'est la démonstration de force déjà, parce qu'il a annoncé énormément de choses, énormément de nouveautés. Donc tu l'as synthétisé là tout à l'heure. Je vais donner 2-3, mais on va y revenir après, parce que notamment il y a un partenariat assez fort avec Mistral. On va en parler dans quelques instants. Donc ça, c'est vraiment pour moi une démonstration de force qui en fait pérennise en tout cas cette société qui est hors norme, complètement hors norme. Moi, ce qui m'a étonné, c'est que l'action a très peu bougé. 1,5%. Ouais, ça a très peu bougé, alors que franchement... elle est tellement haute, de toute façon. Voilà, oui, mais elle est à $180 à peu près, sachant que d'autres, quand on regarde Alphabet qui est à plus de $350, il y a encore un petit peu de marge. Comme ils craignent tous cette bulle, bulle, lui dit la bulle, quelle bulle. Comme ils craignent tous qu'il y a un jour un petit réévaluation. Oui, il y a une frilosité, une méfiance. Ouais, mais là, il vient de donner quasiment de la visibilité pour 2 ans. Ouais, mais regarde, ça n'a pas suffi pour les investisseurs. Pour l'instant, ça n'a pas suffi, mais ça va bouger. Mais parce que aussi, vu qu'il y avait le chiffre de 500 milliards qui avait été 500 000 milliards qui avait été donné. Non, 500 milliards. 500 000 milliards, c'est le salaire de Fred. 500 milliards qui avaient été donnés pour 2026. En fait, il y en a certains qui disent que c'était assez prévisible finalement le chiffre de 1000 milliards, parce qu'il avait déjà donné, ce qu'on disait, le chiffre de 500 milliards pour 2026, et que du coup, oui, c'était rassurant parce qu'il y avait un chiffre sur une période plus longue, mais qu'il n'y avait rien de très... qui n'était pas du tout prévisible, on va dire. Et puis, il y a autre chose, là, il en a moins parlé, c'est comment il va faire pour 1000 milliards, c'est bien de les annoncer, mais est-ce qu'il va les livrer en 2040, parce que toute la supply chain, toute la partie logistique, là, quand on entend qu'il y a pas mal de choses au niveau des terres rares qui sont impactées par la guerre au Moyen-Orient, les livraisons, enfin, toute la chaîne logistique, et les gens se disent, est-ce qu'il va être capable de fournir autant de puces et tout ça? Et ça, il a été beaucoup plus discret là-dessus. Il n'a pas dit, on va construire 4 usines de plus avec TSMC, on va faire ci, on va faire ça. Moi, je me souviens d'une chose, il y a au CES 2025,
c'est ça, c'est 2025. Il avait dit, quelles sont vos 3 craintes? Il a dit, la première, c'est qu'on n'arrive pas à avoir des puces qui consomment moins d'énergie, qu'on consomme énormément d'énergie, qu'on n'arrive pas à descendre suffisamment bas. La deuxième, c'est que l'IA devienne trop puissante, complètement folle et tout ça. Et la troisième, c'est que je ne puisse pas fournir mes clients. Enfin, il avait dit dans l'autre ordre, mais c'est que je ne puisse pas fournir mes clients. Et ça, je pense que les investisseurs, ils y pensent à ça. Oui, mais là, dans cette keynote-là, il a amorcé un petit virage vers le logiciel, oui. Notamment avec NemoClaw. Et je pense que c'est intéressant parce qu'il se positionne presque comme un operating system pour l'univers AI. Donc il va se positionner un peu comme Windows l'a fait. Ou Apple, qui est à la fois dans le hardware et le software aussi. Exactement. Et il va se positionner, non seulement il va contrôler le hardware, en tout cas il va produire le hardware, mais il va proposer aussi une couche logicielle pour tous les développeurs d'applications ou de modèles fondationnels. Oui, pour des agents, c'est des agents exactement, autonomes, pour que les gens, des tâches qui puissent s'exécuter de façon autonome. Et donc, exactement, la partie agentique. Gros sujet aussi, on va dire un petit peu en filigrane tout au long de cette keynote, c'est l'énergie. Et Jensen Huang l'a dit, la problématique principale de tous ces géants de la tech, ça va être un moment ou un autre, leur première source de coût, ça va être l'énergie. Et c'est pour ça qu'il explique que les puces de prochaine génération consommeront moins d'énergie, etc. Il essaie de rassurer aussi tous ces acteurs qui vont voir leur note d'électricité qui va flamber, quoi. C'est assez intéressant. Mais c'est pour ça qu'il a racheté Grok. Et c'est pour ça qu'il a racheté Grok, parce que beaucoup plus efficient. Qui est beaucoup plus efficient sur l'inférence, à savoir quand on pose la question à son bot, ChatGPT ou autre. Donc et tout le travail qui est fait par les équipes de Nvidia aujourd'hui est précisément là-dessus. Sur le fait d'être beaucoup plus efficient, des puces plus efficientes. Et donc, d'ailleurs, ça fait partie des annonces qu'il a faites avec les nouvelles puces qui sont en train d'arriver. Et puis, il faut voir, on ne va pas descendre dans les détails, mais quand vous regardez un peu ces schémas, il y en a un qu'on a derrière nous, mais c'est Grok qui vient, donc Grok avec un Q, on rappelle, qui vient s'intégrer dans l'architecture Rubin. Il y a tout un mélange aussi de ces composants, comme il les connaît parfaitement, de savoir comment j'optimise au maximum à la fois les bus pour que ces composants puissent parler, à quel endroit je les mets, comment ensuite, et c'est là où ils vont être très forts, c'est qu'ils vont aller vers l'ultra premium. C'est-à-dire, je ne vais plus acheter 4000 puces, 4000 GPU NVIDIA. On va dire non, on va prendre une architecture Rubin pour tel type de requête, tel type de travail, tel type de développement. Et c'est là aujourd'hui où ça va être sa force, quoi, et justement, avec ces plateformes logicielles, de pouvoir beaucoup mieux segmenter aussi les besoins de ses clients. Alors, vous vous dites, mais la France dans tout ça, la France était présente lors de cette keynote avec notre champion Mistral qui a annoncé coup sur coup en fait 3 projets en un jour. Fred, est-ce que tu peux nous résumer tout cela? C'est vrai qu'on a l'impression que un peu comme un satellite, on va dire Mistral a profité un petit peu de la puissance de cet événement pour dire on n'est pas qu'une pépite française finalement, nous on a envie d'être vraiment dans le jeu mondial de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si tu as suivi un peu ça, Claudia, aussi, toi? Oui, un petit peu, j'ai vu les annonces. D'ailleurs, j'étais étonnée parce que il a posté, le patron de Mistral a posté les annonces sur Twitter. Oui. Et en fait, il y avait très peu de likes et très peu de commentaires. Ça m'a interpellée parce que je me suis dit, oui, j'ai vu. Et en fait, c'est effectivement une façon pour Mistral. Déjà, c'était une bonne façon d'être encore plus sur la scène internationale. Et c'est une bonne façon aussi de se positionner et de sortir un peu de ce débat, parce qu'on a énormément parlé de Mistral en termes de souveraineté, l'acteur français, souveraineté européenne, mais c'est vraiment de se mettre au centre du jeu pour être capable finalement de s'imposer comme un des principaux acteurs de modèles d'IA en source ouverte et avec qui on pourra faire des modèles qui ensuite seront personnalisables à l'échelle des entreprises, ce qui est une bonne stratégie, parce qu'une des stratégies de Mistral, c'est aussi ce modèle de source ouverte. Oui, et puis il faut voir que Mistral s'est clairement adressé, il s'adresse aux DSI, aux investisseurs, au gouvernement.
Voilà, aux DSI des grandes entreprises, aux investisseurs et au gouvernement pour dire voilà, on est là. 3 annonces majeures. La première, c'est son modèle Small 4. C'est un modèle qui réunit à la fois du raisonnement, du multimodal et du code agentique sur un seul outil. D'habitude, il fallait les 3. Voilà, donc c'était compliqué à mettre tout ça sur. Il y avait Magistral, Pixtral et Devstral voilà, donc qui sont mixés maintenant dans ce Small 4. Donc tout ça dans un même modèle. Donc ça, déjà, c'est une performance. Le deuxième, et ça, c'est important, c'est rejoint une coalition qui s'appelle Nemotron. En tant que membre fondateur avec Cursor, Perplexity, Black Forest Lab et Nvidia Lab, aussi. Nvidia et Seeking Lab, le laboratoire de Nina Muretti. Et là, vraiment, ils s'assoient à la table des grands. Donc, le but, c'est de développer un modèle open source qui va tourner sur les grosses plateformes, les DGX de Nvidia. Et puis, son troisième sujet, son troisième outil, c'est un outil qui est capable de vérifier du code. Alors, ça s'appelle Lean4 ou Lean4, si on veut le prononcer en français. En fait, quand vous faites du codage, aujourd'hui, parfois il y a des erreurs parce que la formule mathématique n'est pas bien mise. Bien là, aujourd'hui, on a des outils où on code. En face, il y a la formule mathématique. Et si la formule mathématique correspond bien au code, bien tout ça est vérifié. On se dit, a priori, on sort une bonne réponse. Eh bien, ces outils-là, il y a des assistants pour aider. Et voilà, c'est cet outil-là qu'a développé Mistral pour prouver que le code développé est vraiment correct, quoi. Donc là, on voit à travers ces 3 outils, ce modèle outil tout en un, c'est une belle performance que de faire ça. Cette coalition et puis cet outil d'entraînement, on voit que Mistral est en train de jouer. Alors évidemment, ils vont pas chercher, mais on en reparlera, ils vont pas chercher à concurrencer ChatGPT, Google Gemini ou Claude Anthropic, mais dans chacun des domaines, ils poussent leur pion et c'est plutôt bien vu. Et ils sont vraiment invités. Enfin, pour moi, aujourd'hui, je pense qu'ils sont invités à la table des grands. Ouais, ils sont considérés sur la scène AI internationale. La preuve, c'est qu'ils sont quand même mis en avant par Nvidia dans la keynote d'hier. Moi, ce que je trouve intéressant, ce qui me frappe chez eux, c'est qu'il y a toujours la recherche d'une certaine originalité. Et alors que quand on regarde les Américains, ils se bagarrent tous à peu près sur les mêmes éléments. Là, Arthur Mensch arrive à faire quelque chose qui est vraiment, à mon sens, vraiment intéressant. Et typiquement, cet outil qui a l'air de rien, cet outil de certification de code, ça a l'air de rien, mais personne n'avait vraiment traité le sujet jusqu'à présent. Donc, et c'est presque, j'allais dire, fondamental parce qu'aujourd'hui, quand vous interrogez des développeurs quant à leur usage en fait de l'AI, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours à un moment donné, c'est super au début, puis à un moment donné, l'outil en fait dévie par rapport à ce qu'on peut faire. En général, on disait ça a l'air de marcher. Exactement, exactement. Et là, mais Mistral offre un outil qui va permettre de certifier, de prouver que le code est solide et sérieux et ne tend pas vers quelque chose de faux. Donc ça, moi, je trouve ça intéressant. Derrière ça, il y a quand même des points de tension, quand même. C'est qu'ils ont choisi un modèle open source, c'est-à-dire que n'importe qui peut prendre en fait ce qu'ils ont produit pour pouvoir créer et bâtir en fait dessus. C'est un modèle qui est pour l'instant gratuit. Aujourd'hui, Mistral se rémunère sur du service, non pas sur des produits. C'est-à-dire que Mistral, aujourd'hui, ils veulent atteindre 1 milliard de revenus en fait, à la fin de cette année. Ce qui est c'est ambitieux. Oui. Est-ce qu'ils vont réussir, sachant qu'aujourd'hui ils parient sur la souveraineté, donc sur des acteurs en fait européens pour acheter leurs services. Donc est-ce qu'ils vont réussir en étant open source à la base? Là, ça va être un vrai sujet. Ils veulent faire le modèle de base et puis le vendre ensuite aux entreprises qui elles vont le déployer. Et là, c'est là où ils vont les accompagner pour développer. C'est ça. Et après, il y a vraiment une question de financement aussi quand même pour Mistral, parce qu'il y a eu plusieurs annonces sur des data centers en Europe, notamment en Suède. Il y a eu des annonces de levée de fonds propres. Je pense qu'il va y avoir d'autres levées de dettes qui vont se faire pour Mistral dans les prochains mois, mais qui vont être à chaque fois soutenues par l'État, la BPI en l'occurrence en France. Mais un moment, et comme tu disais, le modèle aussi qu'ils ont choisi économique et la façon dont ça va être rémunérateur ou pas, je pense qu'il y aura un moment une équation économique un peu compliquée quand même aussi pour Mistral. Et après, il y a eu des annonces de partenariats stratégiques, notamment avec des banques européennes et des entreprises européennes, mais jusqu'à quand ils arriveront à vraiment nouer des accords? Moi, ça m'intéresserait d'avoir peut-être
des annonces sur des accords importants entre Mistral et une entreprise en dehors de l'Europe. Est-ce qu'ils arriveront peut-être à essayer d'avoir de grappiller quelque part de marché là-dessus? Peut-être effectivement que ce type de nouvelle initiative pourra permettre ça. Mais voilà, moi j'attends vraiment d'avoir une première annonce sur un partenariat avec une grosse entreprise hors Oui, non, mais c'est clair qu'il manque un gros partenariat puissant qui assoit un peu Mistral dans sa stratégie. Là, avec Nvidia, quand même, c'est quelque chose de fort. Oui, mais je parlais d'un client, d'un gros client, si tu veux, qui dit, OK, moi, je confie toute la gestion de mon IA en entreprise à Mistral, par exemple. Pour l'instant, il n'y a pas énormément de clients qui se mettent en avant avec Mistral. Mais en tout cas, avec l'administration Trump, je doute qu'une grosse entreprise américaine fasse le pari d'un Mistral européen. J'allais pas jusque-là. J'imaginais une espèce de montée en puissance en Europe. Tu vas avoir des Indiens, on commence à avoir quelques... Tu vois, quand tu vois les Thales et tout ça, donc faut... je pense que qui va piano va piano, tout en accélérant quand même. Mais moi je trouve qu'ils poussent intelligemment leur pion. Effectivement, ça va moins vite que ceux qui lèvent 10 milliards, 20 milliards, etc. Mais cette stratégie, alors maintenant il faut que le service rendu aux entreprises soit délivré aussi. Alors voilà pour le résumé de cette keynote présentée par Jensen Huang de Nvidia. On a essayé d'édulcorer tout ça et de le rendre le plus digeste possible parce que c'est vrai que c'était quand même assez technique. Vous l'avez vu, donc Nvidia et Mistral qui rit et OpenAI, lui, qui pleure en ce moment. C'est beaucoup plus compliqué pour OpenAI. On va en parler dans un instant, juste après cette petite pause, toujours avec Claudia, avec Frédéric, avec nos deux Frédéric ce soir. Allez, vous restez avec nous. À tout de suite, c'est Tech & Co, la quotidienne. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Le retour de Tech & Co, la quotidienne. Merci d'être là. On débriefe encore pendant une demi-heure l'actu tech de ce mardi 17 mars 2026 avec Claudia Cohen, journaliste à Bloomberg, Frédéric Krebs, président de Krebs & Partners et Frédéric Simotel, journaliste à BFM Business. Après donc ce long déroulé Nvidia et les explications de la keynote de Jensen Huang qu'il a tenue hier à San José, j'aimerais qu'on évoque ensemble maintenant OpenAI. C'est pas la fiesta chez OpenAI parce que OpenAI vit des moments compliqués de popularité suite à l'histoire du Pentagone, qu'on ne va pas vous raconter encore une fois, mais c'est vrai qu'Anthropic a tiré son épingle du jeu en termes de popularité. Et il faut savoir que comme OpenAI a pactisé un petit peu avec le diable et la défense américaine, eh bien énormément de gens ont décidé de boycotter OpenAI parce que ils n'étaient pas d'accord idéologiquement avec ce choix de la part d'OpenAI de confier son intelligence artificielle à notamment la défense et le Pentagone. Ça a bénéficié à Anthropic qui, justement, en étant beaucoup plus éthique, est devenu beaucoup plus populaire, finalement. Et OpenAI est en train est dans une mauvaise passe, on va dire. Un petit tunnel qui dure un petit peu longtemps, parce qu'on sait qu'ils consomment énormément d'argent, que leur business model reste à trouver. Et Fred, visiblement, c'est l'alerte rouge. Fujitsu, qui a été embauché il y a quelques mois de cela, n'imaginait peut-être pas dans quelle pagaille elle allait se fourrer avec OpenAI. Je pense qu'elle le savait, mais elle pensait qu'elle pourrait gérer un peu l'ensemble. En fait, à Fujitsu, on lui demande 3 choses. On lui demande on a des gros départements de R&D, il faut maintenant délivrer du produit. Voilà, et ça c'est la première chose. Ça paraît tout bête, mais c'est pas aussi évident dans l'organisation. On a vu qu'à un moment, Sora, ils étaient dans la R&D, et puis ensuite on les a sortis, puis ils sont revenus dans la R&D. Donc il y a trouver un vrai département, organiser un vrai département R&D et derrière une partie produit. Juste une chose, Fujitsu, l'une des patronnes de Meta il y a quelques années et d'Instacart il n'y a pas longtemps. Et français. Voilà, une surdouée de la tech française aussi, qui est originaire de Béziers, c'est pour ça qu'on en parle. Elle a été débauchée par Sam Altman il y a quelques mois de cela. Donc première chose, intégration R&D produit. Voilà, vraiment bien faire cette intégration entre les deux. La deuxième chose, c'est l'amélioration de la productivité, parce que justement, ils sont très dispersés. Elle le dit elle-même.
même, hein, dit. Alors, on fait de la vidéo Sora, on fait le navigateur Atlas, on est en train de travailler avec Jony Ive sur un périphérique, on a essayé de lancer des choses dans le commerce électronique, enfin voilà, il y a tout, on rachète des startups et tout ça, on est en train de partir un peu dans tous les sens, donc amélioration de la productivité. Et puis le troisième, c'est avoir ces services qui vont rapporter de l'argent. Voilà un peu ces 3 missions. Et aujourd'hui, donc rappelons ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a eu une réunion des dirigeants d'OpenAI qui commencent à communiquer aux salariés qu'il va falloir changer les choses. Voilà, qu'il va falloir changer les choses, qu'il va falloir un peu rationaliser tout ça. C'est ça. Fini d'avancer en ordre dispersé, ce qu'il faut aujourd'hui. Et puis c'est surtout, visiblement, se tourner vers l'entreprise. Oui. Alors, beaucoup plus à l'entreprise. Alors, évidemment, on ne va pas revenir sur toute l'histoire. L'alerte rouge, elle est venue d'Anthropic, hein, qui a sorti son Claude Work. Et même de Gemini, qui a été fortement progressé. Mais c'est le Claude qui les a... Je pense que Gemini, oui, mais le Claude Code et puis le Claude Cowork, ça leur a vraiment donné... Là, pour elle, ça a été un peu l'alerte rouge. Il faut savoir qu'en plus, on doit préparer en parallèle une IPO, une entrée en bourse qui viendra un jour. Donc, voilà, gros signal d'alarme. Et donc, aujourd'hui, elle a dit aux équipes, il va falloir un peu rationaliser tout ça, redéfinir un peu ce qui est notre R&D, ce qui est nos produits, quel type de services vont pouvoir être rentables à court terme, lesquels à moyen terme. Enfin voilà, un peu donner de clarté dans tout ça. Et comme tu dis, la tâche est lourde parce que c'est une entreprise qui a grossi tellement vite, qui a des super talents, qui a quand même des super produits. Il va falloir couper des branches. On utilise ChatGPT, on a utilisé Sora, enfin, c'est quand même des super produits les uns. Et c'est compliqué. Ouais, mais exemple, ce mystérieux projet avec Jonathan Ive, est-ce que c'est toujours aussi pertinent finalement, tu vois ? Et regarde la partie e-commerce, on se dit c'est super, on va pouvoir acheter à partir d'OpenAI. On se rend compte qu'en fait, il faut aller négocier parce que c'est un peu complexe, mais c'est Luc Julia qui le disait très bien dans une tribune qu'il a fait pour Magazine Challenge, c'est que pour un commerçant, il faut aller presque négocier comté par comté aux États-Unis parce que les règles de réattribution des revenus ne sont pas exactement les mêmes. Donc pour moi, si je suis utilisateur en Californie, au sud de Los Angeles, et j'achète quelque chose par OpenAI, eh bien la façon dont l'argent va être redistribué n'est pas la même, c'est pas la même loi que si je suis un utilisateur à San Francisco, au nord de San Francisco. La galère, quoi. Voilà, et ils se sont rendus compte de ça ensuite. Donc voilà, donc c'est un peu plus de clarté, un peu plus d'organisation. Mais on sent quand même que c'est un peu la pagaille là en ce moment chez OpenAI. Oui, parce qu'en plus c'est un peu tendu partout. Mais tu vois, le mystérieux projet avec Jony Ive pour esquisser les débuts, ça leur avait coûté quand même plus de 6 milliards de dollars. Hein. Parce que tu vois, on parle de diversification, de s'étaler un peu partout. Et puis de créer du hardware. Le hardware, ça coûte très très cher. Non seulement tu t'éparpilles, mais surtout, en fait, tu dépenses aussi énormément d'argent. Et ensuite, pour être honnête, ça ne m'a pas tellement étonnée. C'était un super article, d'ailleurs, dans le Wall Street Journal, je crois, qui relatait cette réunion en interne de panique chez OpenAI. Ça ne m'a pas trop étonnée, parce que je ne sais pas vous, mais en tout cas, en France, quand tu parles à des gens qui sont dans des industries extrêmement différentes, que ce soit des industries de tech, dans le SaaS aussi, dans le logiciel. En fait, énormément de gens aujourd'hui utilisent les services de Anthropic, énormément. Et on est arrivé à un point quand même aussi de, entre guillemets, petite maturité, on peut se dire, j'ai testé ce que OpenAI avait, je parle pour les professionnels, j'ai testé aussi ce que Anthropic avait, et la vérité, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui trouvent que ce que propose aujourd'hui Anthropic, avec les différents services de cloud, est quand même plus utile aussi à leur travail. On peut se dire aussi que OpenAI, on peut se poser la question, est-ce qu'ils n'ont pas peut-être ouvert trop de vannes au grand public, parce que par exemple sur Sora, alors c'était impressionnant, tout le monde en a parlé, et je pense que tout le monde l'a un peu testé. Enfin, c'est absolument bluffant. Mais comme tu disais, en termes de monétisation, ce marché du grand public, ce marché B2C, en fait, c'est pas forcément ça qui va te rapporter de l'argent. Et ensuite, en termes de stratégie, en fait, business, tu peux te demander, ils mettent à disposition des outils, soit de façon gratuite, soit avec des frais qui sont très peu onéreux. Est-ce que demain, pour le grand public, tu arriveras à mettre ces services et à peut-être facturer un peu plus ? Rien n'est moins sûr.
Oui, non, et surtout, je t'interromps, surtout tu parlais de Sora, surtout que tout d'un coup tu te rends compte qu'avec Google Gemini, tu as la même chose complètement gratuite avec Nano Banana et que tu peux faire plein de choses gratuites pour la même chose. Et pareil pour ChatGPT, à un moment on se dit, tiens, je vais prendre la version à $20. Mais aujourd'hui, tu te rends compte que Google Gemini est aussi bon gratuitement. Donc, donc même là, sur cette partie-là, ils sont challengés. Complètement. Et après, tu as toute la question de la monétisation possible grâce à la publicité, ou est-ce que demain, ça va vraiment être un vecteur de rémunération, le fait d'avoir de la pub, qui est, je crois, en test sur ChatGPT aussi. Oui. Et d'ailleurs, on parlait de guerre de communication qu'il y avait eu par rapport à l'épisode avec le Pentagone, où là, clairement, Anthropic a tiré son épingle du jeu. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, la pub au Super Bowl qui avait été payée par le patron d'Anthropic, où justement, il tapait sur le fait que le concurrent, lui, allait mettre de la pub, alors qu'eux ne le feraient jamais. Enfin, tu vois que non seulement dans la pratique, dans l'usage, Anthropic a vraiment gagné des parts de marché sur le côté business, et qu'en plus, en termes d'image, et maintenant, le grand public connaît très très bien Anthropic, son fondateur et Claude. Donc ça pose question, et on peut rappeler quand même toujours qu'en termes de nombre d'utilisateurs, ChatGPT aujourd'hui est toujours plus puissant quand même que les concurrents. Infiniment plus mainstream que... Infiniment plus mainstream. Donc jusqu'à quand ils arriveront à capitaliser là-dessus, c'est la question, je pense. Fred. Mais aujourd'hui, malheureusement, OpenAI n'arrive pas à monétiser correctement. C'est-à-dire que quand on paye $20 ou €20 par mois pour avoir un accès pro en fait à ChatGPT, ça leur coûte $80 en termes de coût. Donc effectivement, le recentrage, il arrive un peu tard, je pense, parce qu'ils étaient pionniers en fait sur tellement de sujets. Qu'ils ont laissé passer en fait et Anthropic et Gemini sur la partie, le segment entreprise, et en particulier le segment développeur, que là maintenant pour le rattraper en fait l'usage qui a déjà été pris en compte par les développeurs du monde entier, ça va être très compliqué. Et notamment parce que leur produit n'est pas au meilleur, en tout cas, que Claude Code notamment. Donc ils vont devoir vraiment mettre les bouchées doubles pour pouvoir essayer de rattraper en tout cas le retard sur ces... Et tu parlais de Fidjissimo, mais on se rend compte là du poids qu'elle a sur ses épaules. C'est-à-dire que la stratégie qu'elle va dessiner pour les semaines ou les mois, pas plus loin, parce que je pense que OpenAI doit réagir assez rapidement maintenant. Tout le poids de ses épaules repose sur Fidjissimo. Il faut qu'elle ne se trompe pas de stratégie. Oui, non. Et puis, je pense qu'elle sait pas trop elle débrouiller chez Instacart, chez Facebook, elle a appris tout ça. C'est quelqu'un d'intelligent, donc elle va remettre un peu d'ordre dans tout ça. Mais tu vois, je reprends l'exemple de Sora. Je disais, l'équipe de Sora, elle était rattachée à la R&D, alors que ça devait être un produit qui devait être commercialisé. À un moment, Sora, ça baissait un peu. Ils se sont dit, tiens, Sora, est-ce qu'on le laisse vivre comme ça, ou est-ce qu'on intègre un outil de génération de vidéos directement dans ChatGPT? Donc tu vois, c'est ça où ça part un peu dans tous les sens. Il y a des gens qui ont des super idées, ça part, ils ont quand même des gens d'un talent complètement dingue qui sortent, qui sortent des produits, des applications absolument incroyables, mais tout d'un coup, voilà, on a un Johnny Ive et un Sam Altman qui réfléchissent à un nouveau périphérique, puis après quelqu'un va dire, oui, on en fait quoi après, qu'est-ce qu'on met? On va mettre ChatGPT dessus, oui, mais pour faire quoi? Tu vois, je pense qu'il faut une Fidjissimo qui tout d'un coup, là, elle a eu le temps de bien regarder tout ça, et maintenant, elle passe à l'offensive, puis elle dit d'ailleurs à tous les développeurs, voilà, développer les trucs à tout faire, c'est fini, on va se concentrer, en plus on se prend des Google Gemini à côté, on a parlé de Claude dans l'univers des développeurs, il faut qu'on aille cibler davantage les entreprises, et les investisseurs vont dire oui, puis il serait temps de rentabiliser, même si le chiffre d'affaires est impressionnant pour une société qui est jeune. Et d'autant plus dans le contexte d'une entrée en bourse prochaine, qui était pressentie. Là, aujourd'hui, c'est hors de question. C'est aujourd'hui, parce que là, ils sont avec le flou stratégique. Ils sont en panne de vent. S'ils vont en bourse maintenant, c'est... Et puis, il y a aussi un autre exemple, Claudia, c'était, je ne sais pas si vous vous en souvenez, ça nous a fait bien sourire, c'était le ChatGPT pour adultes, qui avait été lancé, qui devait être lancé. Encore une fois, un projet qui aurait pu être monétisable, parce qu'on sait, malgré tout, les contenus pour adultes sur Internet, ça rapporte de l'argent. Eh bien voilà,
hop, on passe à la trappe ce truc-là. Pourquoi ? On ne sait pas. Est-ce que c'est parce que c'est pas prêt ? Est-ce qu'ils n'ont pas envie de rentrer dans ce business pour adultes qui est quand même assez... En termes d'image, du coup, ça change un peu l'image aussi, franchement. Voilà, c'est ça. Oui, après, moi, mon seul regret, j'espère en tout cas que ça va se faire le produit avec Johnny Ive, parce que sur ton plateau, depuis l'explosion de l'IA générative, on a tellement parlé du killer product, on a beaucoup parlé du smartphone, du remplacement possible du smartphone, avec des outils qui seraient créés spécifiquement pour être utilisés avec de l'IA. Et en fait, ce produit, à part, on en a parlé aussi ici, les pins, les AI pins, etc., on n'a pas vu encore de produits vraiment révolutionnaires qui allaient révolutionner nos usages comme le smartphone l'a fait. Donc, le fait d'intégrer Johnny Ive, c'était justement pour essayer de réfléchir à tout ça. Donc j'espère qu'il y a un produit qui est effectivement en cours de discussion, de préparation et qui verra le jour à un moment, même si c'est dans une autre unité. C'est là où son expérience chez Facebook va lui servir, parce que j'imagine que vivre aux côtés de Zuckerberg, c'était ça aussi. Il dit tiens, il arrive un matin, tiens, j'ai une idée, peut-être qu'on pourrait faire ça. Et il lance une équipe dessus, et puis au bout de 6 mois, ils disent bah oui, super, vous avez fait un super produit, où est-ce qu'on l'intègre ? On ne sait pas trop. Je ne dis pas qu'ils font tout ça sans réfléchir, mais parfois on est tellement dans ce dynamisme, dans cet élan de toutes ces nouvelles technologies. Et autre chose elle le dit, elle est aussi là pour harmoniser les investissements. C'est-à-dire dire un petit peu, attendez, c'est fini, au-delà des gens qu'on va chercher et payer très cher, c'est où est-ce qu'on va mettre un peu de notre argent dans certains, comme on voit Nvidia qui subtilement rachète quelques entreprises. On va reparler de ce sujet dans les jours qui viennent, puisque là, pour l'instant, on n'a que le début de l'histoire. Ouais. Après, OpenAI va communiquer sur les coupes franches qu'il y aura, les branches qui vont tomber de l'arbre OpenAI. Ça va être intéressant, parce que tout ça n'a pas encore été véritablement communiqué. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a une restructuration en route. On verra bien où ça nous mène. Tiens, il y en a un autre qui n'est pas content en ce moment, c'est Elon Musk, les amis. Pourquoi ? Eh bien, parce que son entité xAI, qui en fait répond au nom de Grok, mais cette fois-ci avec un K, vous savez, d'IA que vous avez dans X et que vous pouvez même avoir sur une application aujourd'hui, qui est totalement autonome. Eh bien, Elon Musk n'est pas content de son intelligence artificielle. Tant et si bien qu'il a dit que je me suis rendu compte que la structure d'IA de xAI a été mal faite dès le départ. Donc, il va falloir qu'on détruise tout et qu'on reconstruise tout. Vous vous rendez compte ? C'est terrible, parce que derrière tout ça, il y a des dizaines de milliards d'investis aussi. Il l'a annoncé il y a quelque temps de cela. C'est des investissements colossaux dans la fabrication de puces pour l'IA, dont s'est lancé Elon Musk. Et donc, conséquence de tout ça, c'est le démantèlement de l'équipe de l'IA de X. Un certain Guangdong Zhang et Xing Han Dai s'en vont, qui étaient un peu les deux têtes pensantes de cette équipe. Parce qu'en fait, Grok, ça marche pas bien. C'est-à-dire que sur X, ça fonctionne, parfois ça hallucine et ça pose des problèmes, parce que c'est hyper visible, étant donné que c'est sur le réseau social, mais où c'est pas bon, Fred, visiblement, c'est sur le code. Et quand on voit qu'Anthropic excelle là-dessus, que Gemini est en train de vraiment de faire des progrès, qu'OpenAI essaie aussi de rattraper la course, il voit bien, Elon Musk, que c'est là que ça va rapporter de l'argent. Il faut savoir que sur la dizaine ou la douzaine de cofondateurs qui ont lancé Grok à l'époque pour concurrencer OpenAI, il n'en reste plus que 2. Et puis il y a 2 des principaux dont tu viens de citer les noms qui s'en vont. Donc exode des fondateurs, c'est jamais très bon à un moment pour des boîtes très jeunes. C'est pas les fondateurs d'il y a 30 ans, c'était il y a quelques années. Deuxième chose, c'est dans le coding. Dans le coding, ils voient bien que ils sont plus aussi bons que les outils d'Anthropic, que ceux de Cursor. Là, il y a vraiment un retard. Le troisième, c'est je vais appeler ça un peu la culture de commando. C'est-à-dire Musk, il est habitué. Hop, allez, on développe, on met une équipe de management, on y va. Ça s'essouffle un peu, tout ça. Les gens, un peu ces revirements. J'imagine aussi que la culture, le moment où il était sur le Doge et tout ça pour réduire les dépenses américaines, les gens... Oui, il est en train de payer tous les errements qu'il y a eu l'année dernière. Et puis, n'oublions pas que xAI a été racheté par SpaceX il y a quelques mois, tout ça a été intégré, et que SpaceX, il vise quand même une entrée en bourse pour revaloriser tout ça. C'est certainement la plus grosse de la plus grosse, et donc si xAI va pas bien, donc il faut mettre un peu d'ordre dans tout ça. Donc pour moi, j'ai analysé ça un peu, tout ça. Les fondateurs qui sont plus là, le décrochage sur le coding, l'histoire de cette
culture qui s'essouffle un peu de management agile et allez, on y va à fond et puis on va être les meilleurs. Et puis l'effet SpaceX, la future entrée en bourse. Rappelons que derrière tout ça, il y a quand même le spectre de la fusion, puisque rappelons-le, tout ça va fusionner, SpaceX, XAI. XAI, c'est déjà, c'est déjà à l'intérieur. On a l'impression que voilà, ça va peut-être devenir un peu le fardeau de cette fusion, parce que si ça marche pas, c'est ce qui l'inquiète. Voilà. Et puis tu as l'idée aussi d'aller déployer des centres de données dédiés à l'IA dans l'orbite grâce à SpaceX. Enfin, il y a énormément d'ambition, en tout cas de la part d'Elon Musk, qui n'en manque jamais. Et aussi par rapport à la culture d'entreprise, il y a un sujet aussi où voilà, des gens partent aussi parce qu'il y a beaucoup de pression qui est mise sur les équipes, il y a une ambiance qui en fait a priori ne serait pas terrible. Et après tu parlais tout à l'heure François de l'idée de ChatGPT sur les contenus adultes. Là aussi il faut quand même souligner le problème qu'a Grok de réputation. Bien sûr. Sur Twitter. Rien qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu ce matin, mais vous avez des parents d'adolescents américains qui portent plainte contre Grok, contre l'entreprise d'Elon Musk, parce que en fait, l'IA a dénudé en fait des photos qu'avaient mis leurs adolescents sur les réseaux. Donc, tu as quand même un sujet vraiment réputationnel. Et puis ça dure cette histoire-là, parce que depuis Noël, il y a cette histoire qui traîne de photos dénudées cause de l'IA. Et il n'arrive pas à régler le problème. C'est ça qui est dingue. Parce que tu vois, la ligne est toujours fine, on en a parlé plein de fois ici, entre une IA, lui, ce qu'il vendait justement assez libre, comparé à d'autres IA qui seraient bridées, une IA, on pourrait dire tout, etc. Ok, l'idée est là, mais après, tu as toutes les dérives qui sont associées à ça et qu'on voit et qui pèsent franchement. Et tu as quand même l'impression que malgré la stature d'Elon Musk, ses ambitions, etc., et le fait que quand même, malgré tout ce qui se passe, ça reste franchement un génie, Elon Musk, dans son domaine, dans tous les domaines qu'il touche. Tu as un côté où son IA, elle joue pas du tout encore dans la même cour que celle des concurrents. Et dans une optique, tu disais, d'entrer en bourse aussi, où là, tout a été fusionné, faut remédier à ça. Ouais. Après, la question, c'est quel retard, en fait, il a pris. Et est-ce que ce retard est rattrapable, finalement, avec tout l'argent du monde et tous les profils qu'il arrivera à débaucher? Ça, on verra dans les prochains mois. Fred. Ouais, juste un commentaire peut-être sur là-dessus, c'est que est-ce que c'est pas aussi la fin de la méthode Musk, en tout cas la fatigue de Musk en fait à vouloir traiter en fait tant de sujets en parallèle, à faire tant d'annonces ambitieuses, voire des annonces un peu dingues, et il a du mal à délivrer. Il a de plus en plus de mal à délivrer. Et contrairement en fait à ces 20 dernières années où patiemment il a construit Tesla, patiemment il a construit SpaceX, et là depuis le rachat de Twitter, je trouve que sa méthode a du mal à produire ses effets. Il n'arrive plus à être à la hauteur des annonces qu'il donne. Hein, on parle des robotaxis. On attend encore de voir à quoi ils vont ressembler. Il a annoncé Colossus, le fameux robot. Est-ce qu'ils vont être à la hauteur des robots chinois tels qu'on les a vus il y a encore quelques semaines? Tu parles d'Optimus, non? C'est ça? Il y a Optimus aussi, mais il y a aussi le projet Colossus. Et donc tout ça fait que aujourd'hui l'annonce en fait sur le fait qu'il serait pas content en fait de ce que XAI, enfin de ce que sa compagnie d'intelligence artificielle a produit, c'est aussi un peu de sa faute peut-être, un problème de gouvernance en fait in fine, où les gens sont. Mais c'est vrai que quand on prend un peu le recul, heureusement que SpaceX cartonne, que Starlink cartonne, Tesla bof, plus de nouveaux modèles. Chute des ventes suite à l'impopularité d'Elon Musk l'année dernière, la montée en puissance des Chinois, Tesla compliqué, on le voit, XAI compliqué aussi, heureusement qu'il lui reste l'espace. Et sachant que l'espace, c'est aussi des commandes principalement de l'administration américaine. Donc aujourd'hui, tout à l'heure, on parlait d'OpenAI. Ils ont récupéré le Pentagone OpenAI. C'est aussi des commandes américaines. Donc tout ça fait que toutes les boîtes qui ont un peu de mal en ce moment, ils reposent en fait sur des commandes en fait de l'administration américaine pour pouvoir continuer à avancer.
Et puis, si tu parlais de SpaceX, pour ceux qui ont lu le livre Le lancement de SpaceX, comment il a lancé tout ça, à l'époque, c'était ça, quelque chose ne marchait pas, il cassait toute l'équipe, voire il virait tout le monde, ou alors il leur disait, écoutez, on repart vers une autre... et c'est ce management-là, ça ne marche plus aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire, là, ce qu'il veut faire en disant, on casse tout, on repart de zéro. Surtout dans un domaine où les gens s'arrachent, en fait, les profils spécialistes de l'IA. Donc, en fait, tu n'es pas content dans une boîte, et je vais être embauché après dans une autre. Et puis, je pense que malgré tout, l'histoire du Doge et de son ralliement à Donald Trump, ça lui a fait... ça continue à traîner. Hein. Beaucoup sûr. de gens qui ont perdu leur job à l'époque et tout ça, ils lui en veulent. Rappelez-vous, c'était les autocollants. J'ai une Tesla, mais il y en a encore. Non, mais je pense que ça. Alors nous, on le voit peut-être moins parce qu'on est de ce côté-ci de l'Atlantique. Oui. Mais aux États-Unis, tous ceux qui ont perdu leur job, c'est Trump, mais c'est surtout Elon Musk, bien sûr. Tout ça joue aussi. Et le problème, c'est qu'il représente tellement les boîtes qu'il a créées. Si encore il y avait une espèce de silo et d'étanchéité entre lui et toutes ces boîtes. Mais le problème, c'est qu'il représente toutes ces boîtes. Et donc, dès qu'il est impopulaire, paf, Tesla, SpaceX dans une moindre mesure, mais même X a souffert des propos d'Elon Musk lorsqu'il était, on va dire, le bras droit de Donald Trump. Enfin bref, là aussi, on va voir un petit peu comment tout ça évolue. J'aimerais qu'on évoque un autre sujet. On parlait des robotaxis. On va y rester avec l'un des concurrents, justement, du robotaxi. C'est Waymo, avec un article qui est paru dans le New York Times, Fred, qui est très intéressant, de la patronne, en fait, de Waymo, Kedra Mawakana. Voilà, Madame Mawakana. L'une des co-directrices générales de l'entreprise. Elle est plus sur la partie, on va dire, marketing, com, etc. Après, elle est moins sur la partie technique. Waymo, rappelons-le, boîte qui appartient à Alphabet, donc la maison mère de Google. Si vous avez l'occasion d'aller aux États-Unis, notamment en Californie, il n'y a pas une minute où on ne croise pas un robot-taxi conçu par Waymo. Ça devient quelque chose qui est rentré dans les mœurs maintenant. Ça va bientôt arriver en Europe. Ça arrive à Londres. En Suisse, etc. Bon, voilà, et ça marche très très bien. Et donc cette interview est assez intéressante pour voir la stratégie en fait de Waymo et sa volonté de devenir le numéro 1 du robotaxi. En gros, le thème général de cette interview, c'est la confiance. Et il faut qu'on donne confiance, que ces robots donnent confiance. Donc la première chose, elle insiste beaucoup sur l'aspect sécurité. Oui, parce qu'elle explique qu'il y a encore plein de gens qui ont peur de monter pour la première fois dans un robotaxi. Et c'est vrai que pour l'avoir vécu, la première fois, les premières minutes, on est un peu stressé, on se dit waouh, le volant qui tourne tout seul, ça fait un peu film de science-fiction. Et puis après, on rentre dans une espèce de cocon de, comment dirais-je, de confiance. Et on oublie totalement qu'il n'y a plus personne qui conduit. Nous, on a testé Zoox à Las Vegas. À Las Vegas, ça se passe très bien. Alors là, on voit la route, mais on voit pas le volant qui. Oui, c'est ça, puisqu'il n'y a pas de volant. Voilà. Donc l'aspect sécurité. Donc là, elle dit il faut qu'on ait une discipline de communication pour bien montrer que ces voitures sont toujours plus sûres. Donc construction de la confiance, je l'ai dit. L'adaptation à la réalité urbaine. Elle prend un exemple très très simple. Elle dit il y a encore quelques mois, quand une voiture Waymo était derrière un camion en livraison et qu'il y avait une ligne jaune à côté, elle attendait calmement que la personne libre. Là, aujourd'hui, elle n'hésite plus. Elle regarde personne à droite, personne à gauche, devant, derrière, au-dessus. Elle n'hésite pas à griller une ligne blanche parce que il faut que les gens arrivent à l'heure, quoi. Donc, il faut que ça roule. Deuxième sujet, c'est l'adaptation à la réalité urbaine. Et puis la troisième chose sur laquelle elle insiste, c'est la viabilité économique et sociale. C'est évidemment, on lui demande, oui, mais ça va supprimer combien d'emplois, tout ça, tous ces chauffeurs de taxi, puis tous. Et là, elle dit, écoutez, oui, faut pas se cacher. Après, nous, c'est sur des trajets très délimités, des grands traits. Il restera toujours du boulot pour tout le monde. Et j'en prends pour exemple, c'était assez étonnant, où quand on est français, qu'on en parle avec des chauffeurs de taxi ou des Uber français, ils nous disent « Oh là là, oui, ça ne passera pas, de toute façon, regardez comment... » Puis nous, moi, j'offre le service, je vous aide à porter votre valise, etc., de la mettre dans votre coffre. Enfin, ils cherchent plein de choses. Alors que quand on discute là-bas, et on l'a fait aux États-Unis avec des chauffeurs de taxi ou des Uber, ils vous disent « Bah oui, il va falloir qu'on s'adapte, ça arrive, c'est la tech, ça arrive, c'est le progrès, on verra, on trouvera des solutions. » Waymo, vous avez un petit peu suivi cette incroyable aventure. Oui, bien sûr, c'est incroyable. Et c'est incroyable de se dire que ça va arriver à Londres aussi bientôt. Et c'est vrai que tu avais ce sujet de la réalité urbaine où tu te dis, en Californie, tout le monde conduit, tout le monde est sur la route. Tu as quand même moins de congestion et tu as un peu moins, on va dire, tu as moins de chances de croiser un cycliste, une trottinette, un camion. Enfin, tu vois, c'est un peu moins le bordel quand même qu'à Paris ou à Londres. Donc là, ça va être intéressant de voir comment ça prend. Et aussi sur la question...
plus sociétale des emplois, etc. Je pense que c'est intéressant aussi de regarder d'un point de vue, en fait, qu'est-ce que ça va être pour nous demain la voiture. On voyait déjà dans les grandes villes, il y a de moins en moins de propriétaires de voitures, il y a de moins en moins de gens aussi qui passent leur permis quand même. On voyait des services se développer de covoiturage, de partage auto, tu as énormément de services de leasing aussi de voitures. Est-ce que tu vois, dans 10 ans, dans 20 ans, tu auras combien de personnes qui n'auront plus du tout de permis de conduire? Qui va être propriétaire de sa voiture? Si jamais tu as le choix entre des taxis, des Uber et sur des petits trajets, ça. Enfin, tu vois, je trouve que c'est un sujet finalement qui est assez peu. Moi, je vois bien l'abonnement qui arrive finalement. Tu vois, comme un Netflix du transport. Exact. Tu payes une somme forfaitaire et tu as accès de manière ou illimitée ou alors assez généreuse à des trajets que tu commandes avec ton appli, quoi. Complètement. Et que tu peux peut-être alterner entre le trajet où toi tu vas conduire dans une voiture partagée, en voiture autonome. À plusieurs, taxi. Pourquoi pas, partagée. Et je trouve que ce sujet n'est pas vraiment, alors peut-être je me trompe, mais n'est pas vraiment abordé par les constructeurs automobiles, tu vois. Mais même par la société. Par la société. Les constructeurs automobiles, il y a tout le sujet sur l'électrique, les taxes, les Chinois, compagnie. Mais je trouve que ce sujet de la voiture autonome, finalement, mais même par les politiques. Un politique dans un milieu rural, aujourd'hui, s'interroge sur acheter un bus pour transport, qui arrête de s'interroger sur acheter un bus. Est-ce qu'il vaut pas mieux avoir 4 voitures autonomes? Alors en France, il faut la législation et tout ça, mais réfléchir à ça et dire on va attendre que ça arrive et puis on achètera. D'ailleurs, il y a une toute petite phrase dans l'interview où il parle de pouvoir donner en fait leur logiciel, leur système, pour pouvoir l'adapter en fait dans d'autres voitures. Et on pourrait imaginer que chacun d'entre nous puisse avoir en fait le système Waymo en fait embarqué dans sa propre voiture et laisser sa voiture partir selon ses propres conditions et faire en sorte qu'elle transporte quelqu'un d'autre. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt. C'était l'idée d'ailleurs d'Elon Musk aussi, Absolument. qui voulait que les Teslas deviennent partageables finalement, parce que c'est vrai qu'une voiture, on s'en sert quoi, 5% du temps. Finalement, la plupart du temps, elle est garée quelque part, elle sert à rien. Et c'est vrai que c'était une idée quand même assez intéressante de la part d'Elon Musk. Très intéressant aussi. À un moment, il y a le journaliste qui demande les technologies entre vous, Waymo, Uber, Tesla, vous n'utilisez pas les mêmes technologies. Certains c'est des lidars, d'autres c'est de la cartographie, d'autres comme Wave, là ça apprend de son environnement. Et là, il dit un truc. C'est là que le gouvernement a un rôle à jouer. Je pense que les régulateurs doivent instaurer une norme nationale pour prouver que chacune des technologies doit atteindre une certaine une norme de sécurité et pour que s'il y en a un qui a un accident parce que la technologie est un peu défaillante, que ça ne rejaillisse pas sur les autres. Et bien voilà, ce sera le mot de la fin de ce débrief. Il est bientôt 20h30. Hâte de nous retrouver dans ces voitures autonomes. Et ça va sans doute arriver. Merci beaucoup à Claudia Cohen de Bloomberg. Merci beaucoup pour l'invitation. À très bientôt, Claudia. Fred Krebs, merci. À très vite. Beaucoup. Président de Krebs et Partners. Et Fred, on se retrouve demain, bien sûr. Journaliste à BFM Business. Après-demain. T'es pas là demain. Petit coquin, va. Je vais voir des DSI. Tu me fais une infidélité avec des DSI. Je suis à la plage, mais... Non, il est avec des DSI, c'est comme ça. La vie pleine de turpitude de Fred Simotel, finalement. Bon, vous restez avec nous, Tech & Co, la quotidienne encore une demi-heure, avec au sommaire un petit détour par le SXSW, vous savez, ce grand rendez-vous américain qui mêle tech, spectacle, créativité, on en parle dans quelques instants. Et puis, on évoquera donc cette start-up Alpha Impulsion qui invente un satellite, vous allez voir, moins polluant. Et nous recevrons tout à l'heure le président et cofondateur d'Alpha Impulsion qui sera avec nous sur le plateau. Et puis, dans un instant, juste après cette petite pause, c'est Julien Thibault qui nous rejoint pour le Tech Flash. Un grand merci de nous être fidèles. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, Tech Flash. 20h33 sur BFM Business. Merci d'être avec nous, que ce soit à la radio, à la télé, vous êtes les bienvenus. Il est temps, comme chaque soir, de retrouver le condensé de l'actu tech du jour. Et c'est le Tech Flash et c'est avec Julien Thibault. Bonsoir Julien. Bonsoir François et bonsoir à toutes et à tous. Et à la une, Nvidia multiplie les annonces à l'occasion de sa conférence annuelle. Le groupe mise sur une nouvelle génération d'infrastructures pour l'IA et lance sa propre plateforme d'agents IA OpenClaw. Jensen Huang a aussi annoncé des partenariats dans la robotique et les robots taxis. Le PDG d'Nvidia
évoque un potentiel de 1000 milliards de dollars de commandes liées à l'IA d'ici fin 2027. Et dans l'écosystème Nvidia, justement, Mistral AI franchit une nouvelle étape dans son développement. La start-up française annonce un partenariat avec Nvidia et lance 3 nouveaux projets en une seule journée autour de l'IA. Une stratégie qui confirme cette ambition de rivaliser avec les grands acteurs mondiaux du secteur. Aux États-Unis, maintenant, la start-up américaine Gecko Robotics décroche un contrat majeur avec la marine américaine. Elle développe des robots capables d'inspecter les navires militaires. US Navy utilisera ces robots et leurs capteurs pour surveiller l'état et la santé de ses flottes. Et je sais que tu en rêves, mon cher Julien. On reste aux États-Unis avec une start-up qui veut lancer, écoutez bien, un robot humanoïde entièrement dédié aux tâches ménagères. Et oui, la start-up américaine Sunday lève 165 millions de dollars pour développer ce robot humanoïde. L'entreprise ambitionne de lancer un premier modèle d'ici la fin de l'année. Pour entraîner ces modèles, elle s'appuie sur un gant connecté déployé dans 500 foyers, capable d'enregistrer les gestes du quotidien. Et dans la bataille du e-commerce, maintenant, Amazon lance une livraison en 1 heure aux États-Unis pour certains produits. Le groupe veut ainsi rivaliser avec Walmart, très offensif sur ce terrain. Le service repose sur son énorme réseau d'entrepôts et de distribution déjà déployés dans le pays. Et pour finir, je vous donne rendez-vous ce soir à 22h30 pour un nouveau Tech & Co Business avec Frédéric Simotel. Au programme ce soir, Pascal Ledijol, directeur général France WatchGuard, est revenu sur le panorama annuel de l'ANSSI. On écoute un extrait tout de suite. On va avoir un gros sujet aujourd'hui, c'est le panorama Annecy qui est sorti, parce qu'il y a tout un tas d'enseignements dans ce panorama. Je démarre avec toi, Pascal. Qu'est-ce que tu as retenu ? On va essayer d'avoir les sujets un peu les uns après les autres. Effectivement, un panorama très riche, et ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a d'année en année, donc ça montre aussi l'évolution. Les évolutions. Et si on compare celui-là avec celui de 2024, moi, ce qui me marque, c'est l'impact sur les PME. C'est des ransomware qui touchent toujours en pourcentage plus de PME, donc un volume qui baisse un petit peu. Oui. C'est ce qu'on dit, moins d'attaques, mais que plus moins d'attaques. Après, on était quand même sur une attaque avec les JO, donc il faudrait comparer ce qui est comparable aussi. Donc, mais par contre, un taux sur les PME ETI qui continue d'augmenter. Quand on dit PME ETI, parce qu'on avait tout à l'heure en début d'émission, on parlait des administrations de services publics, et notamment au moment des élections, avec évidemment les collectivités qui restent aussi une cible privilégiée. Le taux pour les collectivités baisse un peu. Par contre, la somme des deux, collectivités territoriales et PME ETI, globalement monte et représente presque 60%. Voilà, et retrouver Tech & Co Business ce soir, bien sûr, mais aussi sur la plateforme de BFM Business. Il est 20h36. Il est temps d'aller à Austin, Texas, pour un rendez-vous. Vous allez voir qu'il mêle tech, mais aussi création, médias. On en parle avec mon invité tout de suite. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. Allez, on vous emmène au festival South by Southwest 2026 avec Nicolas Parpex qui est là. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Vous êtes directeur du pôle industrie créative et pilote du plan Touch chez BPI France. BPI qui, vous le savez, alors on peut faire un petit résumé de votre mission, accompagne les entreprises françaises, à la fois financièrement, mais aussi en coaching, etc. etc. L'idée, c'est de faire rayonner tout le savoir-faire français entrepreneurial, à la fois chez nous, mais aussi à l'international. Vous êtes présent, par exemple, aussi au CES de Las Vegas, etc., dans tous ces rendez-vous. Le SXSW, qui se déroule actuellement d'ailleurs, c'est pas encore terminé. Ça se termine demain. J'ai quitté la fête un tout petit peu avant la fin. Vous y étiez d'ailleurs. Absolument. Merci en tout cas de nous raconter cet événement qui nous donne envie ici, parce que c'est vrai qu'on en parle de plus en plus. Qu'est-ce que c'est que ce South by Southwest ? South by Southwest, c'est un objet non identifié, extraordinairement dense et inspirant. Parce que c'est un événement qui est à l'intersection de la tech, de la créativité, de la politique, du sociétal. Et ça, cette espèce de grammaire unique, on la retrouve nulle part ailleurs. C'est comme si le CES avait fusionné avec Coachella et le festival de cinéma de Sundance. C'est dingue. Et alors, ça se déroule à Austin, on est vraiment dans le Texas. Cette ville qui prend les couleurs de ce SXSW pendant quelques jours. Absolument. La ville est complètement repeinte aux couleurs de South by Southwest. Elle vit au rythme de South by Southwest, de façon complètement décentralisée. C'est très festif aussi, beaucoup plus que le CES, quoi. C'est extraordinairement festif parce que South by Southwest, historiquement, est un festival de musique.
Donc il y a toujours eu cet ADN créatif et festif qu'on retrouve aujourd'hui avec des soirées, des concerts, des projections de films. Ça vit vraiment à 1000%. Alors évidemment, on retrouve des technologies émergentes, c'est ça qui est intéressant, c'est que souvent les premières idées, qu'elles soient bonnes ou pas d'ailleurs, qu'elles soient pérennisées ou pas, sont présentes au SXSW. On retrouve des industries créatives, vous le disiez, des chercheurs, des entrepreneurs, il y a des leaders d'opinion qui viennent un peu décrypter le futur. Pas forcément que de la tech, le futur, c'est ça aussi. Absolument. C'est absolument le super pouvoir de South by Southwest, c'est d'avoir une vision du futur, une vision qui se réalise partiellement ou pas toujours, mais en tout cas, c'est un travail d'anticipation et de scénarisation du futur sur la technologie, sur les impacts de la technologie sur l'économie, sur la société, qui sont absolument fascinants. Et la France était présente. La France est présente grâce à notre effort collectif qu'on coordonne avec énormément de partenaires publics et privés et qui fait que pour la quatrième année consécutive, on était là et la France qui était presque invisible avant que cette dynamique collective ne s'engage est devenue aujourd'hui la première délégation européenne et une des toutes premières délégations mondiales au sein de l'événement. Une vingtaine d'entreprises françaises présentes, c'est ça ? Une vingtaine d'entreprises. En nombre de personnes, on était plutôt une cinquantaine puisqu'il y avait un certain nombre de parties prenantes. Donc une belle délégation en nombre avec le petit coq orange dans les rues d'Austin et puis aussi des très belles entreprises d'horizons variés. Brut que vous connaissez bien dans les médias digitaux, Ami Paris dans la mode, Média Participation qui est un grand leader de l'audiovisuel et de la bande dessinée mais qui est aussi très actif dans le digital. Une délégation à l'image de la French Touch, très rayonnante et très diversifiée. Et oui, pas que de la French Tech, finalement. Pas du tout. Alors, on travaille très étroitement avec les équipes de la French Tech locale. Et en fait, South by Southwest est de toute façon, par essence, cette intersection entre la technologie et la créativité à travers les entreprises qui y sont présentes et toutes les conversations qu'on y a. Alors, évidemment, nous, on aime bien se focuser sur la tech, bien évidemment. Est-ce qu'il y avait des startups tech ou des entreprises tech présentes à South by Southwest cette année, françaises ? Il y avait des entreprises tech, mais encore une fois, y compris les entreprises moins tech, ont un intérêt très spécifique à se pencher à ces sujets de technologie, mais on avait aussi notamment présente sur un de nos panels la société Excurio qui fait des expériences immersives digitales qui sont vraiment tout à fait à l'état de l'art. Et c'est presque un endroit où je dirais que les startups tech viennent se familiariser avec les enjeux de propriété intellectuelle et de créativité, et les marques de mode et de cinéma à l'IA agentique et à la robotique. Et puis l'IA, bien évidemment, qui était, j'imagine, présente partout dans ce SXSW. Partout, mais de façon, je trouve, très intéressante cette année, c'est-à-dire qu'elle était moins finalisée et plus fonctionnalisée dans les sessions et dans les conversations, c'est-à-dire qu'on s'intéressait vraiment aux impacts concrets, et notamment à travers l'IA agentique, dans les modèles de valeur, dans les chaînes de valeur, et c'était moins des discours très théoriques sur la fin de la partie, l'intelligence artificielle générale, etc. Là, on voit que maintenant, c'est devenu un sujet qui est déjà totalement intégré, alors qu'il y a quelques années, on se souvient de la sidération et du choc au moment où Sam Altman avait choisi d'ailleurs South by Southwest pour révéler la version de ChatGPT qui a révolutionné la tech et le monde. Là, maintenant, tout ça est totalement acquis et on s'intéresse aux grandes évolutions principalement agentiques, mais surtout aux cas d'usage. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que South by Southwest, c'est toujours une espèce de reflet des tendances tech du moment. Il y a quelques années, c'était le minage de crypto-monnaies, par exemple, qui était vraiment mis en avant au SXSW. Là, maintenant, voilà, on parle beaucoup moins de crypto. Place à l'IA, bien sûr. Est-ce qu'il y a aussi des projections ? Est-ce que c'est dans ce type d'endroit qu'on se pose des questions sur la puissance de l'IA va-t-elle bouleverser notre société ? C'est typiquement dans ce genre d'endroit, non, qu'on évoque ça ? Absolument, absolument. La grande futuriste Amy Webb, qui est un peu la grande prêtresse de South by Southwest, a choisi de développer des exemples qui ne traitaient que de ça. Par exemple, qu'est-ce que le post-humanisme et un humain augmenté par des lunettes augmentées
santé nourrie à l'IA, mais également des exosquelettes qui font que on ne se fatigue jamais, etc. Terminator, quoi, en gros, pour résumer. Alors, c'est un très bon point, c'est que South by Southwest est un lieu où les scénarios souhaitables et les scénarios terrifiants s'affrontent et s'articulent de façon intéressante. Et également, elle développait l'idée d'une forme de travail illimité qui n'aurait plus besoin d'être humain, puisque finalement, entre l'IA, la robotique et les usines automatisées, pour la première fois dans l'histoire économique, on imagine des modèles de production où finalement la ressource humaine, qui était la ressource clé, devient accessoire. Oui, et alors c'est intéressant parce que c'est un sujet que embrasse aussi Elon Musk en se disant demain, en fait, il y aura tellement de métiers qui vont disparaître il faudra trouver des occupations aux humains parce que c'est l'IA et les robots qui travailleront à leur place. Donc il faudra trouver un revenu minimum. J'imagine qu'il y avait aussi ce type de projection, non, au SXSW. Alors, c'est un peu trop futuriste et Elon Muskien, on va dire. La projection muskienne, en effet, qui est que les machines vont travailler et les humains seront dans une espèce d'oisiveté sérieuse qu'il va falloir imaginer. Le rêve. Je ne sais pas si c'est un rêve ou un cauchemar, un peu des deux. De temps en temps, un peu des deux. Ce qui est intéressant à South by Southwest, c'est que dans tout ça, il y avait quand même énormément d'espace, justement, pour réintégrer de l'humain, réintégrer du talent humain, de la créativité humaine et de la connexion humaine. Le grand témoin de cette année était Steven Spielberg, qui est venu parler d'imagination, d'intuition, d'histoire personnelle, de communication humaine. Tout ça, c'est des signaux assez forts dans un événement comme ça, où on est un peu passé de Sam Altman à Steven Spielberg. Donc je pense que, quelque part, le futur, on l'écrit. Donc le futur que décrit Musk, il existera si c'est le choix collectif de l'humanité. Mais si on fait des choix un peu différents, où on laisse plus de place à l'humain, ce sera un futur différent. Et je pense un peu plus souhaitable. La politique a sa place dans ce type de rendez-vous, parce qu'on sait qu'on est au Texas, qui est un fief, on va dire, conservateur, de manière... Mais Austin est une ville démocrate. Mais alors, c'est ça qui est paradoxal. Ouais. Est-ce que la politique est au cœur des réflexions, ou pas ? Absolument. Absolument. Donc c'est une tradition et c'est dans l'ADN de South by Southwest qui a accueilli le grand discours iconique d'Alexandria Ocasio-Cortez sur la peur n'est pas un plan, elle l'a tenu là-bas. Barack Obama a pris la parole à South by Southwest. Cette année, Gavin Newsom était invité. Donc c'est une plateforme politique et autant l'année dernière, on avait constaté quand même une forme d'empêchement et de pudeur un peu inquiète sur ces sujets. Ouais. Cette année, c'était très politique, avec des prises de parole. Les langues se délient. Les langues se délient. D'accord. Les futuristes attaquent directement le président des États-Unis. Ouais. Et dans la rue, on croise des gens qui ont des t-shirts anti-ICE, des drapeaux iraniens, etc. C'est un spectacle quand même assez surprenant à voir dans les États-Unis d'aujourd'hui. C'est ça. C'est une multitude d'émotions et un rendez-vous, si on a la chance de pouvoir le vivre, à faire au moins une fois. Merci beaucoup, Nicolas. Nicolas Parpex, directeur du pôle industrie créative et pilote du plan Touch chez BPI France. Et ce qu'il faut retenir, c'est que la France était bien représentée pour cette édition 2026 du SXSW. Merci. Merci. Et direction tout de suite la rédaction de BFM Tech, comme chaque soir. Tech & Co, la quotidienne. La chronique BFM Tech. Raphaël Raffray nous a rejoint. Bonsoir Raphaël. Bonsoir François. Journaliste à la rédaction de BFM Tech, et ce soir tu vas nous parler de la fin du chiffrement pour la messagerie d'une application très populaire qu'on utilise tous, mais un chiffrement qui en réalité n'était pas si connu que ça. Et oui François, c'est un énième coup dur pour le respect de la vie privée en ligne. C'est Meta qui vient d'annoncer que le chiffrement en bout des messages sur Instagram allait prendre fin. Ça a été introduit en décembre 2023 et ça sera définitivement abandonné dès le 8 mai prochain. Alors, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Oui, c'est vrai que ça a duré un court laps de temps et sur le papier, ce chiffrement-là, garantissait que seuls les expéditeurs et les destinataires pouvaient lire les messages, protégeant ainsi les internautes des cybercriminels, des entreprises ou de la surveillance étatique. Mais sur Instagram, comme vous venez de le dire, cette protection n'a jamais vraiment trouvé son public. Elle devait être activée manuellement, conversation par conversation, et rester donc bien cachée dans les paramètres. En somme, la majorité des échanges restaient donc accessibles aux serveurs de Meta et donc aux autorités. Alors la question qu'on se pose, Raphaël, est-ce que c'est un recul de la vie privée ou simplement une question de praticité, quoi ? On a l'impression que Instagram n'a jamais
tout fait pour qu'on puisse utiliser ces messages cryptés, on va dire. Et oui, justement, c'est une question qu'on peut se poser. L'entreprise, elle justifie donc sa suppression par un faible usage, tout en laissant la porte ouverte à WhatsApp, une autre application du groupe Meta, où le chiffrement reste activé par défaut. Mais le retrait de cette fonctionnalité s'inscrit en effet dans un contexte plus large, avec la pression des régulateurs qui luttent constamment pour détecter et signaler les contenus illicites sur ces applications, notamment liés à l'exploitation sexuelle des mineurs. Alors que ce soit au Royaume-Uni, en Europe ou aux États-Unis, les plateformes sont sommées de permettre l'analyse automatique des messages. Pour des raisons de sécurité. Tout à fait, et donc ce qui est fortement incompatible avec un chiffrement généralisé. Et en bref, la question de ce chiffrement-là, elle reste donc centrale, d'autant plus que d'autres plateformes comme TikTok commence à proposer des messageries chiffrées. Alors on peut se poser une dernière question, c'est est-ce que c'est pour la vie privée des utilisateurs ou peut-être simplement pour attirer de nouveaux membres ? Sujet complexe d'ailleurs. Tout à fait, Merci beaucoup. Merci Raphaël Raffray, journaliste à la rédaction de BFM Tech. Vous savez qu'on adore parler de Space Tech dans Tech & Co. Eh bien, on va terminer ce rendez-vous du mardi soir avec une start-up justement spécialisée dans cette industrie. On la découvre tout de suite. Tech & Co, la quotidienne, la start-up. On va découvrir Alpha Impulsion. Marius Sellette est avec nous. Bonsoir Marius. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes président et cofondateur d'Alpha Impulsion. Et vous avez été auréolé par l'Europe pour ces satellites qui se consument en orbite. Vous êtes une start-up européenne qui a été récompensée donc par cette innovation spatiale majeure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites, sachant que vous êtes franco-italien, c'est pour ça que vous êtes de dimension européenne. C'est ça. Merci pour l'invitation en tout cas. Donc effectivement, voilà, Marius Sellette, je suis président d'Alpha Impulsion. Donc on est une entreprise qui est assez jeune, un peu plus de 3 ans d'existence. On a été fondé en 2022 à Toulouse. Okay. Et donc, on se spécialise dans un domaine qui est très particulier, qui est le domaine des moteurs fusées. Donc, c'est vrai que d'un point de vue Space Tech, moi aussi, j'adore parler de Space Tech, ça tombe bien. Et donc, ces moteurs fusées, ils ont une caractéristique qui est un peu spéciale, c'est que c'est des moteurs fusées autophages. Alors, autophage, qu'est-ce que ça veut dire ? Littéralement, ça veut dire qu'il se consume lui-même. Alors, donc, j'ai vu tout à l'heure avant la pub que vous aviez la vidéo du satellite qui s'autoconsume. En fait, ça fonctionne un peu comme une bougie. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que sur un satellite normal, mais ça marche aussi pour les fusées, vous voyez une espèce de gros cylindre de carburant qui dépasse à l'avant. Donc ça, c'est purement du carburant. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'aluminium, il n'y a pas de réservoir, il n'y a rien. D'accord. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que durant le vol, sans accélérer, mais ce carburant va littéralement être consumé par le moteur fusée lui-même, un peu à la manière d'une bougie, c'est-à-dire qu'il rétrécit au cours du vol. Et donc, à la fin du vol... Donc la cire est remplacée... puisqu'on fait l'analogie avec la bougie, oui. La cire est remplacée par ce carburant qui va réduire en fait le volume de la fusée à terme. C'est ça ? C'est ça. Donc là où sur un système conventionnel ou classique, on aurait besoin d'avoir des gros réservoirs lourds qui n'en servent à rien concrètement une fois qu'on arrive à destination, on n'est pas là pour envoyer des réservoirs dans l'espace, pas des réservoirs vides en tout cas. De notre côté, on supprime le réservoir, donc on supprime tous les problèmes qui sont associés, ça coûte moins cher, on gagne plus de charge utile puisque c'est moins lourd, et on supprime aussi tous les déchets qu'on peut envoyer en orbite, puisque tout simplement on fabrique même pas la pièce. Mais alors, comment vous stockez, parce qu'il faut malgré tout que tout ça soit solide au décollage. Alors, comment peut-on en fait consommer quelque chose qui est solide comme ça et qui est, on va dire, intègre ? Alors, l'exemple de la bougie, je pense que c'est le meilleur exemple qu'on puisse donner. Le carburant qu'on utilise, en fait, c'est un plastique. Donc vraiment quelque chose de la vie de tous les jours. D'un point de vue chimique, c'est l'équivalent du kérosène, mais sous forme de plastique. Donc ça brûle avec à peu près la même énergie, ça pollue autant. Par contre, de notre côté, on a quand même beaucoup plus de choix sur où est-ce qu'on peut se fournir avec ce plastique. Donc on a un source recyclée, biosourcée, etc. Et derrière, le gros avantage, c'est que le kérosène, si on envoie le réservoir, il se répand au sol. Et le plastique, lui, a priori, ça reste une structure solide. Et donc, avec le système de la bougie, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, et c'est ce qu'on a fait aussi dans nos essais moteurs en mai dernier, et en fait, on consume littéralement la structure elle-même. Dans le cas des fusées, c'est encore plus flagrant. Vous pouvez imaginer une fusée qui fait 30 mètres de haut au décollage, à la fin du vol, comme une bougie qui rétrécit. Et à la fin du vol, tout ce qui reste, c'est le moteur fusée et le satellite qu'on voulait envoyer. Finalement, plus elle sera grande, plus elle pourra aller loin, finalement. C'est ça. Donc on a tendance à faire des systèmes qui sont un peu élancés. Tiens, plus ils rétrécissent, mieux c'est. Comment vous est venue cette idée, en fait ? Alors, quand on a fondé la startup, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quand même fait un an d'avant-projet avant de fonder l'entreprise. Donc, c'était fin 2021 et sur toute l'année 2022. On s'est posé la question, il y a cette idée un peu folle. Au début, ça ressemblait pas à ça, c'était un peu différent. Puis on a itéré, on a évolué un peu, etc. On a échangé avec pas mal d'institutions qu'on a en France. Donc, je peux penser à l'ONERA et au CNES. Donc, voilà, deux grosses institutions en France sur le domaine de la propulsion fusée. Et au fur et à mesure, on arrive à cette idée, on s'est dit, mais
il y a un truc, ça vaut le coup, on va créer une start-up, on va déposer un brevet. Et donc aujourd'hui, le brevet est déposé dans plus de 48 pays et comme vous l'avez dit au début, la start-up a été récompensée récemment pour ses essais-moteurs de mai dernier par un prix d'1 million d'euros, pas tout à fait, 950 000, de la Commission européenne, donc qui reconnaît notre excellence sur cette technologie de rupture. Oui, parce que c'est une innovation de rupture. À l'heure où on évoque les lanceurs qui sont réutilisables, vous partez de ce concept qu'un lanceur est utilisable une fois, en fait, il va se consumer. C'est ça, si j'ai bien compris. Alors, c'est un peu différent. Nous, l'approche qu'on a, c'est plutôt de dire plutôt que réutiliser un lanceur, on va juste même pas le fabriquer. Plutôt que construire des structures, des réservoirs, etc., tout ça, c'est extrêmement coûteux. On va littéralement prendre le carburant. Ouais. En tous les cas, une fusée, pour atteindre l'orbite, on a besoin de carburant. Oui, mais dans le lanceur, il y a un moteur, etc. Là, le moteur est où, en fait ? Alors, le moteur est à l'arrière. Dans l'analogie de la bougie, il faut imaginer qu'à la place de la petite flamèche de la bougie, là, on a le moteur qui vient utiliser ces gaz et s'en servir pour se propulser. Ok. Alors, mais vous en êtes où aujourd'hui ? Vous avez commencé à faire des tests. Oui. Où en êtes-vous ? Alors du coup, en mai dernier, on a réalisé le premier essai autophage de l'entreprise. Donc c'était le plus gros moteur autophage jamais tiré au monde. Donc c'est une étape quand même assez majeure pour l'entreprise. Alors vous avez la vidéo à l'écran. Effectivement, c'est un essai qui était une étape importante pour l'entreprise puisqu'on spécialise en autophage. Donc forcément, c'est un milestone majeur pour nous. Donc là, ça n'a pas décollé en fait. Ça n'a pas décollé. En général, si ça décolle sur les essais au sol, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé. Il y a quelque chose qui s'est mal passé, ouais. C'est clair. Et donc avec cet essai, on a démontré que la technologie était fonctionnelle. Et donc maintenant, alors je ne peux pas révéler trop de détails, mais on a des nouveaux contrats, en plus de la commission, pour avancer sur les prochains essais, sur lesquels on va démontrer qu'en plus d'être fonctionnel, c'est performant. Parce que bon, il faut les deux, évidemment, une fois qu'on arrive dans l'espace pour nos clients. Mais alors, j'imagine que vous imaginez le futur, forcément, mais qu'est-ce que vous allez pouvoir lancer avec cette technologie ? Des petits satellites, des gros satellites ? Comment... C'est quoi votre stratégie là-dessus ? Oui, de notre côté, on aimerait vraiment rentabiliser au maximum cette innovation de rupture et le brevet qu'on a déposé. Donc, on étudie toutes les applications. Donc, ça contient aussi la propulsion par satellite, qui est l'application à plus court terme. Donc, nous, on ambitionne de commercialiser. Et la plus populaire, on va dire, en tout cas celle qui a le plus de besoins. Alors, je ne sais pas s'il y a le plus de besoins, mais en tout cas, elle est plus facile d'accès. Okay. C'est des moteurs fusées qui sont plus petits, qui sont d'ailleurs de la même taille que ceux qu'on a déjà testés. Donc, pour nous, il n'y a qu'un pas à faire, c'est la qualification. Okay. C'est un gros pas à faire quand même. Qualifier un système pour fonctionner sur un satellite, c'est un gros pas à faire, mais il n'y a plus qu'un pas. Et donc, c'est pour ça qu'on ambitionne de commercialiser dans le satellite dès l'année prochaine. Et à plus long terme, on veut se lancer sur le segment des lanceurs, donc les fusées elles-mêmes, où là, les moteurs fusées sont beaucoup plus gros, donc 150 fois plus gros que ce qu'on a testé. Donc c'est aussi plus conséquent et plus onéreux. Par contre, derrière, le marché est assez lucratif, puisqu'avec notre technologie, on promet de diviser par 6 les coûts de lancement. Et donc, on vient se placer en concurrence directe avec des très, très gros acteurs, comme SpaceX, sur des segments particuliers, comme les nanosatellites. Alors, vous êtes basé à Toulouse et à Naples. Oui. Est-ce que cet éclatement géographique est un plus ou un moins, à votre avis ? Je ne sais pas si je dirais que c'est un éclatement, mais... un éclatement dans le sens où vous êtes... comment ça se passe ? Vous avez des équipes à Naples, d'autres à Toulouse ? Comment... Oui, on a 2 équipes qui travaillent sur des sujets différents. En fait, il y a plein de sous-systèmes, de sous-parties, de métiers différents dans un moteur fusée. Il faut faire travailler beaucoup de choses différentes ensemble. Et donc, l'équipe à Naples, notamment, va se focaliser sur la partie combustion. Alors, je dis va se focaliser parce qu'on est actuellement en train de la construire. D'accord. Et donc, pour nous, sur un domaine aussi important que la space tech, de manière générale, de notre point de vue, c'est pas possible de le faire sans être européen. Et donc, c'est pour ça qu'avoir un bureau à Toulouse, avoir un bureau à Naples, donc en Italie, essayer d'unir le force, parce qu'on a aussi des partenaires dans d'autres pays, au Royaume-Uni. Donc là, la vidéo que vous voyez, le satellite, c'est pas nous qui le fabriquons. Nous, on fabrique que le système de propulsion. Et donc, c'est notre partenaire au Royaume-Uni, Meridian Space Command, qui fabrique le satellite. Voilà, dans le cadre d'un premier contrat qui était financé par l'Agence spatiale du Royaume-Uni. Parce que si vous êtes avec nous à la radio, bien évidemment, sachez qu'à la télé, on vous montre un maximum d'images, alors pour la plupart 3D, de vos futurs projets. Merci beaucoup, Marius. Voilà, plein de bonnes choses pour la suite. Plein de bonnes choses à vous. J'espère que vous aurez des invités intéressants. Écoutez, oui, et puis surtout, tenez-nous au courant des prochains lancements et des avancées de Alpha Impulsion. On reviendra. Merci beaucoup. Merci à très bientôt. Vous pouvez rester assis, l'émission est terminée. On en a pour quelques secondes. Marius Selled, président et cofondateur d'Alpha Impulsion, pour terminer ce Tech & Co. Merci de nous avoir suivis. Belle soirée. Rendez-vous demain, mercredi. On sera là, bien sûr, 19h30, 21h. Et les replays, les podcasts de cette émission qui vous attendent dans quelques minutes. À demain. Bonne soirée. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.